On dit que l'union fait la force, mais d'un autre côté, on nous vend des success stories incroyables d'individus ayant créé des applications révolutionnaires qui les ont rendus infiniment riches. Sans avoir cette prétention, il est tout de même intéressant de se demander si un seul individu est capable de créer de A à Z une application ou un jeu vidéo. De l'idée à la mise en ligne, en passant par l'UX et l'UI, du code front-end au code back-end, il est légitime de se demander si mener seul un projet d'application, qu'elle soit web ou mobile, est bien raisonnable. Mais la réponse est pourtant claire. Oui, c'est possible. On va mettre de côté nos fantasmes de richesse et de succès, car notre objectif avant tout aujourd'hui sera de voir comment il est possible, seul, de mener un projet d'application à son terme. C'est parti. Bonjour, je suis Hugo Taché, développeur indépendant web et mobile, et comme vous le savez si vous suivez cette série de vidéos, je suis en train de travailler seul sur une application assez ambitieuse. Dans un certain sens, le but de cette série de vidéos est de vous prouver qu'il est possible de mener seul ou en équipe, petite équipe, un projet de A à Z, mais aussi vous expliquer comment. Pourtant, j'en suis bien conscient, le travail que représente un projet peut sembler gargantuesque et infranchissable. Parfois même, c'est réellement le cas. Dans les précédents épisodes, nous avons appris à contenir nos ambitions, et à nous préparer au mieux à tout ce travail. Vous allez voir que mener un projet seul, c'est une notion moins rigide qu'il n'y paraît. En réalité, vous n'êtes jamais totalement seul sur un projet, même si, devant votre écran, il n'y a que vous. Ce qui est fabuleux avec le monde de l'informatique, c'est qu'il réunit une communauté exceptionnelle. Cette communauté conçoit et offre gracieusement des milliers d'outils pour rendre possible la création d'une application seule. Peu importe votre niveau, peu importe votre spécialité. Pour quasiment chaque aspect d'une app, il existe une solution facilitant sa réalisation. Bien sûr, ce n'est pas sans compromis, et il faut toujours jauger la pertinence de ces solutions au regard de nos propres compétences. Apprendre de nouvelles choses ou lâcher prise, c'est parfois un choix difficile. Vouloir tout contrôler peut mener aussi à l'échec de notre projet. Et puis parfois, oui, il faut apprendre à déléguer, mais même si je suis intimement persuadé que tout le monde est capable de devenir un artisan d'application, notre emploi du temps, lui, n'est pas extensible à l'infini. Dans l'épisode précédent, nous avons conçu un document crucial pour mener à bien notre projet, le cahier des charges MVP. Et il est vrai que ce dernier nous a montré qu'il y a besoin de beaucoup de métiers, beaucoup de compétences pour mener à bien notre projet. Chaque épisode peut se regarder individuellement, mais bien entendu, vous en tirerez le maximum si vous regardez aussi les autres. Sachez que d'ailleurs, cet ensemble de vidéos s'adresse à tous les niveaux, à toutes les compétences et peu importe vos langages de prédilection. Ici, ce sont des principes universels que nous étudions. Pour croire en notre capacité à mener un projet en totale autonomie, je vais commencer par vous raconter l'histoire d'un créateur que j'admire tout particulièrement, Toby Fox. C'est le concepteur du jeu vidéo Undertale. Ensuite, nous passerons en revue tous les moyens pour réussir notre projet d'application en toute indépendance. On va explorer un spectre allant du contrôle le plus total à la délégation complète de notre idée. À la fin de cette vidéo, vous serez persuadé de pouvoir réussir votre projet en solo, je vous l'assure. Toby Fox, la preuve que c'est possible. Pour vous raconter cette histoire, je me base sur une vidéo de la chaîne Video Game Storytime, dont je mettrai le lien en description. Toby Fox est un homme né en 1991 aux États-Unis. Comme nombre d'entre nous, dans son enfance, il était passionné par les jeux vidéo et notamment les RPG. L'un de ces RPG était Earthbound. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de cette série que provient le personnage de Ness dans Smash Bros. Mais Earthbound est un jeu de niche extrême dont la plupart des épisodes sont restés confidentiels au Japon. Toby Fox, fasciné par ce jeu, a décidé d'entrer en contact avec d'autres fans pour fonder une communauté autour de cette série. Les membres de cette communauté ont rapidement commencé à créer des ROM hacks de Earthbound pour apporter leur touche et faire vivre au-delà des frontières nippones cet univers. Bien sûr, tout ça se passait quand Toby était encore relativement jeune, et la programmation de jeux vidéo, surtout à cette époque, n'était pas forcément la chose la plus facile à aborder, d'autant plus à son âge. Pourtant, il existait et existe d'ailleurs toujours un outil du nom de RPG Maker que vous connaissez peut-être. Cet outil est un moteur de jeu complet, demandant très peu de connaissances en programmation pour être utilisé. Toby Fox a donc développé, grâce à RPG Maker, ses premiers fan hacks de Earthbound, pour les partager avec sa communauté. En parallèle de cette passion pour le jeu vidéo, il faut savoir que Toby Fox était aussi un très bon musicien. Bref, débordant d'imagination, Toby Fox commença à aller plus loin que Earthbound et essaya de mettre en œuvre des mécaniques de jeu originales et différentes. Un élément qui était important pour lui était de voir au-delà de l'esprit manichéen qui submergeait beaucoup de jeux occidentaux à l'époque. Ainsi, l'idée de base qui le poussait à développer ces mécaniques était de laisser la possibilité aux joueurs d'épargner ses opposants. Ce qui devenait intéressant avec ce concept, c'était d'observer les répercussions narratives d'un jeu lorsqu'on laisse cette possibilité aux joueurs. Surtout que de lui-même, le joueur est naturellement amené à détruire ce qu'il rencontre et pas vraiment à se poser de questions. C'est de cette idée qu'est né son jeu vidéo Undertale. De l'idée simple de créer une expérience ludique autour de l'anti-manichéisme et des aspects méta du jeu vidéo. Et bien sûr, il a mis toute sa créativité au service de son projet en composant entièrement la bande-son. Bande-son qui est absolument magistrale, que j'écoute moi-même en bossant et qui a été reprise par exemple, un orchestre symphonique. Les graphismes d'Undertale peuvent sembler enfantins, voire mauvais pour certains. Mais Toby Fox a en fait utilisé cette limite comme une force au service de sa
sa narration. On le sait, un jeu vidéo est fait de nombreuses facettes. Scénario, game design, musique, graphisme, distribution. Et à première vue, Toby Fox semble cocher la majorité de ces cases. Undertale, c'est des millions d'exemplaires vendus, des critiques quasi unanimes, et à la base un crowdfunding réussi. Et Toby Fox nous apprend à travers cette success story énormément de choses. Notamment qu'il est possible pour un seul individu de créer de A à Z une des formes les plus complexes de logiciels, un jeu vidéo, et encore plus un chef-d'œuvre. Avant de poursuivre, n'oubliez pas en cours de visionnage, si la vidéo vous plaît, de lui donner un pouce en l'air, pensez également à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes, mais aussi à explorer la description dans laquelle, comme à chaque fois, je vous mettrai des ressources supplémentaires. Reconnaître nos forces et nos faiblesses. Bon, c'est une bien belle histoire en effet, mais attention, l'objectif n'est pas de dire que c'est possible d'atteindre un tel succès. Ce n'est pas le but de la démonstration. À la limite, peu importe l'après-Kickstarter de Undertale. La création du jeu aurait été menée à son terme, peu importe le succès qui a suivi. Ce que Toby Fox a réalisé est en fait assez simple. Il a mis son énergie dans ce qu'il savait faire de mieux et a lâché prise sur d'autres aspects. Voire mieux, a utilisé ses propres limites pour justifier son récit. Si on regarde son profil, on peut retenir 3 grosses compétences. Sa culture game design en JRPG old school, son expérience sur RPG Maker et son amour de la musique. Au-delà de ses compétences, c'est aussi un état d'esprit qu'on observe chez lui, celui de dépasser les clichés manichéens du jeu vidéo grâce à l'utilisation de mécaniques un peu méta. Revenons quelques vidéos en arrière et rappelons-nous du travail de définition qu'on a effectué pour notre application. Souvenez-vous du trio plateforme, cœur de métier, originalité. Si on devait le transposer pour Undertale, ce serait assez simple. La plateforme, c'est le jeu vidéo, le cœur de métier, c'est le RPG old school, et l'originalité, c'est justement les mécaniques méta. On pourrait résumer ainsi Undertale, un jeu vidéo de style JRPG old school, dans lequel on peut épargner ses ennemis, simple et puissant. Pourtant, s'il y a bien quelque chose qui saute aux yeux, c'est qu'il manquait des compétences cruciales à Toby Fox pour terminer son jeu. Programmation avancée, utilisation d'un moteur de jeu moderne comme Unreal ou Unity, pas de skill particulier en termes de création de sprites ou de modèles 3D, pas de stratégie marketing, pas d'éditeur, etc. Et pourtant, Toby Fox va faire de cette situation une force. D'après moi, il existe une sorte de spectre du travail en indépendant. À un des extrêmes de ce spectre se trouve le génie ultime. Il sait tout faire, il définit le projet, fait sa maquette, crée l'univers graphique, fait l'étude de marché, peut coder le front, le back, l'infrastructure, prévoir de scaler cette dernière, dessiner toutes les illustrations de sa landing page, assurer les bêta-tests, négocier des deals, faire le marketing, bref. Autant vous dire que c'est extrêmement difficile d'arriver à ce niveau-là. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui, déjà, délègue absolument tout, mais copie aussi entièrement une idée, fait réaliser son projet par des prestataires à l'autre bout du monde et finalement n'a aucun contrôle sur celui-ci. Au milieu se trouve bien entendu la voie à suivre, entre contrôle absolu et lâcher prise. Celle qui consiste à investir à fond dans ce qu'on fait de mieux et d'utiliser un certain nombre d'outils facilitants, tout en acceptant de déléguer ce qui est réellement hors de portée. Je vais bien entendu me baser sur Devolves, mon propre projet, pour vous montrer comment se situer dans ce spectre. Dans le cas de Toby Fox et d'Undertale, on peut visualiser assez facilement le spectre qu'on vient d'évoquer. Par exemple, du côté contrôle extrême, on va retrouver le game design, les musiques et le scénario. Toby Fox est entièrement aux manettes et n'a besoin de rien pour les déployer. Au milieu, on va retrouver l'utilisation de RPG Maker, qui est un outil facilitant et qu'on pourrait même mettre plus à droite car il facilite énormément la réalisation du jeu. Tout à droite, on va retrouver la distribution du jeu et son financement via Steam et la campagne de crowdfunding, car tout l'aspect distribution, édition, et même financement pour le coup, Toby Fox n'avait pas du tout les mains dessus. Ce qui est intéressant, c'est la question des graphismes pour Undertale. D'un côté, Toby Fox aurait pu déléguer entièrement cet aspect à un expert 3D ou même en sprite 2D. Mais au contraire, Toby Fox a complètement ramené sous son contrôle cet aspect en justifiant la qualité graphique pauvre du jeu par un hommage au RPG de son enfance. Donc certes, le jeu n'est pas un AAA avec des graphismes 3D fous, mais ce qui peut sembler être une faiblesse à première vue est complètement justifié par le récit que Toby Fox nous propose. Si on fait le parallèle avec Devolves, c'est exactement la même mécanique qui me permet de justifier l'utilisation d'une IA pour générer les illustrations des cartes, car cette IA elle-même s'inscrit dans le lore et le récit global du concept. On transforme donc ainsi une faiblesse en force, voire même parfois en originalité. Bien entendu, plus on a d'éléments sous notre contrôle, plus en cas de succès, notre projet nous sera profitable. Au contraire, si on délègue absolument tout, qu'on paye des licences à droite à gauche pour utiliser le travail d'autrui, il risque de rester plus grand chose sur la table. En même temps, vous allez me dire, il suffit de faire croître ce principe jusqu'à une échelle énorme pour que les gains soient conséquents. C'est en fait tout le principe du capitalisme. D'ailleurs, j'aimerais vous demander en commentaire, que pensez-vous de notre société capitaliste? Non, je rigole, c'est une blague. Par contre, je serais curieux de savoir si vous connaissiez l'histoire de Toby Fox, et surtout si vous-même vous doutez du fait de pouvoir mener à terme un projet complet. Est-ce que vous n'avez pas le temps, les compétences? Vous ne savez pas dans quelle direction aller? Bon, ça normalement, grâce à cette série de vidéos, vous devriez y voir un peu plus clair, mais sachez que je lis tous vos commentaires, alors n'hésitez pas à me le dire. Voyons maintenant comment chaque étape de notre projet va se déployer sur notre fameux spectre. 3 processus vont à chaque fois entrer en jeu. Monter en compétences, utiliser des outils et enfin déléguer. Monter en compétences, utiliser des outils et déléguer.
La première étape dans la conception d'un projet, c'est la définition de l'idée, on le sait maintenant. Malheureusement, c'est très difficile de déléguer cette partie, car par nature, c'est notre idée. Par contre, la première chose à faire, c'est de prendre l'habitude, même si on ne va pas jusqu'à la réalisation, de noter nos idées, et de les définir. Plus on le fera, plus on s'améliorera, et le jour où la bonne idée intervient, on sera prêt. Pour s'aider lors de la définition d'une idée, il existe des outils auxquels on peut plus ou moins déléguer l'aspect visualisation concrète. Par exemple, personnellement, j'aime beaucoup utiliser les mind maps, mais aussi juste un bloc-notes ou un tableau blanc pour faire des schémas. Ces trois outils sont une forme de délégation que je fais, et qui permet à mon cerveau de justement se concentrer sur creuser l'idée plutôt qu'aller trop loin. Un outil auquel on ne pense pas aussi, c'est tout simplement les autres. Parler de son idée, c'est tellement puissant pour la structurer qu'il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur de se faire voler ou de recevoir des critiques négatives. Parfois, on s'en fout même que ça intéresse la personne en face. Le simple fait de lui transmettre l'idée va la cristalliser sous une nouvelle forme. Bref, parlez de votre idée avant tout pour vous-même. Petite parenthèse d'ailleurs avant la suite, n'oubliez pas le serveur Discord de la communauté pour partager votre propre projet, dans le forum Vos projets. Le but de cette série est de vous accompagner, et tenir un journal de bord sur le serveur vous permettra de conserver votre motivation. Si suffisamment de projets voient le jour, j'en parlerai sur la chaîne. Dans la description, vous trouverez donc une invitation, mais aussi un lien vers devclub.fr, la plateforme de la communauté. Vous y trouverez également mes réseaux perso, notamment mon GitHub. Allez, on poursuit. Ensuite vient la partie écriture de récit, comme on l'a vu plus tôt. Que ce soit pour un jeu ou une application de booking d'hôtel, vous le savez maintenant, il faut écrire un récit. C'est ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Et là, c'est un peu pareil. C'est en le faisant régulièrement qu'on arrive de mieux en mieux. C'est ça notre montée en compétence. Les outils pour y arriver sont de tout simplement s'intéresser au récit des autres et de comprendre leur structure pour s'en inspirer. Mais sinon, c'est comme pour définir son idée. Pour la partie étude de marché et monétisation, personne ne vous demande de faire un prévisionnel sur 5 ans et de prévoir la quantité de capital que vous allez diluer lors d'une série A. Déjà, si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous observiez, encore une fois, comment les autres opèrent. C'est ça votre outil. Copiez même les grilles tarifaires ou les méthodes publicitaires des autres. Tout ce qui ne relève pas du droit d'auteur ou des brevets doit absolument être exploité. C'est presque comme si vous déléguiez aux autres ce travail. Pour Devolve, par exemple, toute la stratégie économique est quasiment la même que Duel Links, vous l'avez vu. Alors j'ai apporté des petites touches d'originalité, mais c'est par rapport aux tarifs que j'ai observés que j'ai posé les miens. Il ne faut pas avoir honte, encore une fois, de copier les méthodes éprouvées des domaines qui ne sont pas les vôtres. Ce sont des outils. Pour les 3 points qu'on vient d'aborder, c'est en fait une toute petite montée en compétences qui vous est demandée. Vraiment pas grand chose, et en principe, si vous suivez les épisodes de cette série depuis le début, vous l'avez votre montée en compétences. Mais là, on va passer à un truc un poil plus difficile. Par exemple, parlons de la charte graphique d'une app ou d'un jeu. C'est un aspect vraiment pas évident. Le graphisme, c'est un métier, mais ça ne devrait pas vous intimider. En réalité, à la base du graphisme, il y a des connaissances très simples. Comprendre les rapports de proportion entre les éléments d'une interface, la nature des fonts qu'on peut utiliser, le sens des couleurs et des compositions, des symboles. Ce sont des choses que vous pouvez apprendre. Pas tout forcément, mais vraiment, c'est plus simple que ce que vous pensez. Le graphisme, c'est pas un synonyme d'art, c'est avant tout de la technique et des connaissances théoriques. Je vous mettrai quelques références en description si vous voulez aller plus loin d'ailleurs. Et on passera par là dans les épisodes suivants de toute façon. Si vous ne voulez pas mettre les mains dans le cambouis, des frameworks comme Tailwind CSS, même sans parler de l'aspect code, vous donnent carrément sur un plateau d'argent un design system complet. Vous ne savez pas quelle couleur utiliser, allez voir la doc de Tailwind. Vous ne savez pas quelle fonte utiliser, allez voir la doc de Tailwind. Vous ne savez pas comment respecter des échelles de proportion, allez voir la doc de Tailwind. Et on peut même aller plus loin dans les outils. Avec des logiciels comme Figma ou XD, il existe des librairies et des kits UI déjà entièrement conçus. Donc si vous savez empiler des Lego avec un tout petit peu d'effort, vous pouvez construire des maquettes de qualité. Mais faites des maquettes, quoi qu'il arrive, ne lancez pas le développement avant, ce serait une erreur. Pour la partie UX, quant à elle, toute la philosophie Material Design, qui est au fondement de 90% des applications web et mobiles aujourd'hui, est entièrement documentée. Pareil pour la Human User Interface de Apple. Tout est expliqué hyper simplement. En une après-midi, vous lisez ça et vous comprenez les bases de l'UX. Vous pouvez donc monter facilement en compétence sur ces aspects. Et bien entendu, si vous n'avez pas envie de vous en occuper, il y a toujours les plateformes de freelance sur lesquelles des pros vous feront des devis. Même pour un projet en indépendant, si vous avez un peu d'ambition, il vaut mieux payer quelqu'un que de complètement skipper l'aspect esthétique et l'expérience de votre application. Sinon, vous courez au désastre. En tout cas, vous pouvez monter en compétence. Il y a des outils pour vous aider et vous avez plein de pros qui peuvent aussi travailler pour vous si besoin. Ah, et bien entendu, regardez à fond Dribbble et la concurrence pour vous inspirer. C'est la base. Maintenant, rentrons dans la partie technique, celle du code. Avant de commencer, j'aimerais juste vous rappeler un phénomène très énervant dans la communauté des développeurs. Tout le monde prêche sa paroisse. Un des pièges qu'on peut rencontrer quand on se lance dans la partie code, c'est d'essayer de trouver la stack universelle. C'est sûr que l'idée de n'avoir qu'un langage, qu'un framework, qu'une code base pour tous les projets, c'est hyper séduisant. Malheureusement, plus vous chercherez le Saint Graal, plus vous vous éloignerez de la vérité. Car en réalité, il ne faut pas essayer de faire rentrer tous les projets dans une stack, mais plutôt aller chercher à chaque fois, dans la multitude d'outils dont on dispose, ceux qui correspondent à notre projet. Depuis quelques temps, par exemple, je suis abonné
abonner à la chaîne YouTube de Theo Brown, qui est hyper intéressante. C'est un ancien de chez Twitch, très talentueux et qui donne beaucoup de matière à réflexion. Mais il a un discours très opiniâtre, et a sa vision du dev et des bonnes ou mauvaises techno. Il est d'ailleurs le créateur d'une stack qu'il a nommée T3, et vraiment c'est une super stack, très bien pensée. Mais elle n'est par exemple pas du tout compatible avec le développement mobile. Pourtant vous allez voir des fanatiques qui ne vont jurer que par elle sans même se rendre compte qu'elle n'est juste pas compatible avec certains projets. À côté de ça, Théo par exemple va avoir un avis très tranché sur Firebase ou Flutter, en disant clairement que c'est de la merde. C'est la seule chose que je pourrais lui reprocher d'ailleurs, ce côté un peu élitiste, puriste, qui l'empêche de percevoir leur pertinence dans certaines situations. Mais je pense que c'est aussi un peu du marketing. Faites donc attention aux prêcheurs, qui ont presque une emprise sectaire sur leur communauté, et gardez votre esprit ouvert. Allez voir sa chaîne d'ailleurs, parce qu'il dit plein de choses intéressantes. Mais ne déprimez pas ensuite si vous vous sentez nul ou mauvais à la ramasse, car c'est le sentiment qui risque de surgir. Non, nous ici on va laisser la place à toutes les possibilités. Parce que peut-être que vous regardez cette vidéo, et vous n'êtes qu'un débutant dans le code, ou même un profane total, et c'est peut-être la seule limite à la poursuite de votre projet. Repensez à Toby Fox, qui a utilisé RPG Maker pour Undertale. Si demain votre projet est faisable avec uniquement WordPress, allez-y, foncez. Voyez-le comme une chance. Il ne faut pas avoir honte d'utiliser des technos suffisantes pour nos besoins. J'irai même plus loin. Si vous pouvez utiliser des outils de no-code, faites-le. Même si vous devez commencer par ça pour créer un prototype et trouver ensuite des financements. Bien entendu, vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas encore dev, de vous former. Ça prend du temps, mais avec de la volonté, vous pouvez y arriver. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de vouloir faire carrière dans ce domaine. Même si peut-être que ça éveillera chez vous une passion cachée. J'ai moi-même commencé à apprendre le code parce que je voulais réaliser une idée. Ça m'a mené jusqu'à la professionnalisation et cette chaîne YouTube, mais n'oubliez pas que c'est avant tout un outil et que si vous en avez besoin, apprenez-le. Si vous êtes déjà développeur, concentrez-vous sur vos forces. Regardez d'abord si les compétences que vous possédez suffisent pour mener le projet. Sinon, posez-vous la question de la pertinence de la montée en compétences dessus. À quel point le contrôle de tel ou tel aspect est important pour votre projet. Pour être plus précis, si vous êtes plutôt back-end, n'ayez pas honte d'utiliser des Kit-UI ou des Bootstrap. Veillez juste à ce qu'ils ne vous limitent pas. Ou à l'inverse, assurez-vous de limiter votre MVP à ce qu'ils vous permettent de faire. Si vous êtes plutôt front-end, arrêtez d'avoir peur d'apprendre Firebase par exemple, ou d'autres types de services. Il y a peu de chances que du jour au lendemain Google laisse tomber cette techno, et je vous assure qu'elle permet de répondre à 99% des besoins. Mieux, elle vous fait gagner un temps de malade et renforce la sécurité auprès des utilisateurs. Au niveau des coûts, en réfléchissant bien à votre architecture, vous pouvez les limiter, et dans tous les cas, ça vous coûtera cher uniquement si vous rencontrez le succès. Et à ce moment-là, vous paierez quelqu'un pour refaire l'architecture, c'est pas grave. Et si vous pensez être full stack, et maîtriser aussi bien le front que le back, avez-vous pensé à la partie infrastructure? Peut-être que lâcher prise et se tourner vers des plateformes clouds vous fera économiser du temps, et vous laissera serein concernant la scalabilité de votre projet. Arrêtez 2 minutes avec Docker, les Kubernetes et tout, c'est bon. Ça vous sert à rien dans la majorité des cas. Arrêtons d'être élitistes, concentrons-nous sur nos forces, devenons meilleurs dans les domaines qui nous intéressent, et acceptons de déléguer à des outils qui ont fait leur preuve une partie de notre contrôle. Choisissez pour votre projet les technos qu'il faut, pas celles qu'on vous recommande vent ou à la mode. Ça sera d'ailleurs le sujet de l'épisode suivant. Choisir la meilleure stack pour son projet sans a priori. Si vous n'avez pas les capacités actuellement de développer votre app comme vous l'imaginez, réduisez le champ d'action de votre MVP. Il vaut mieux un MVP pauvre en fonctionnalité, mais puissant dans son ergonomie et sa stabilité. Vous dormirez mieux, croyez-moi. Et puis rien n'est figé dans le temps. Votre projet évoluera. Il sera même sûrement réécrit de A à Z un jour. Enfin, si le développement n'est pas dans vos cordes, faites appel à une agence ou à un freelance. Trouvez des financements et donnez-vous les moyens de vos ambitions. Dans mon cas, concernant Devolved, il est possible que je délègue par exemple la partie game design à quelqu'un qui serait peut-être plus compétent que moi ou qui aurait plus de temps. J'accepterais certainement de lâcher prise sur ce point pour me concentrer sur d'autres aspects. Pour répondre à la grande question, est-ce qu'on peut tout faire tout seul? Oui, dans l'absolu. Mais en réalité, oui, avec les bons outils et une forme de lâcher prise sur le fait de vouloir tout contrôler. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater le prochain épisode. On se donne rendez-vous pour celui-ci. Ciao!